En NBA, on se rappelle souvent des meilleures équipes, des grands gagnants, des meilleurs joueurs qui ont marqué l'histoire, mais aujourd'hui, c'est pas du tout à ça qu'on va s'intéresser. Les équipes dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement les pires qui n'ont jamais foulé un parquet NBA, celles qui ont fait honte au sport qu'est le basket. On commence directement par aller à Dallas pour parler des Mavericks. Alors pas les Mavericks actuels, même si certains diront qu'ils sont catastrophiques. On est dans les années 90 pendant la saison 1992-1993. On a une équipe qui n'était clairement pas compétitive dès le début. Lors de la saison précédente, ils avaient terminé en 22-60. On commence directement par le bilan pour donner un peu le ton. On est à 11 victoires, 71 défaites en 82 matchs, soit le pire de l'histoire de la franchise encore aujourd'hui. Et on a un argument assez sérieux qui est tout simplement le pire différentiel de points de toute l'histoire NBA avec moins 15,2 points en moyenne. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est que le match moyen des Dallas Mavericks cette saison, c'est une énorme tôle. Le début de saison, tout est clair, ça va être absolument catastrophique. Après un début en 1-3, on a directement 12 défaites consécutives entre novembre et décembre, puis 15 défaites d'affilée entre décembre et janvier. L'effectif est clairement assez dégueulasse. Il y a Derek Harper qui est peut-être le seul vrai joueur de l'équipe qui finit la saison avec 18 points de moyenne. On va aller encore plus loin dans la catastrophe. Jim Jackson, qui avait été le 4e pick de la draft 1992, a refusé de jouer jusqu'en mars à cause d'un désaccord contractuel. Ça rentre clairement dans la mauvaise gestion de la draft et des contrats à l'origine de cette saison catastrophique puisqu'il devait être un pilier offensif. Le coach de l'époque, Richie Adubato, avait été licencié après évidemment le début de saison absolument désastreux, mais ça n'a fait que rajouter de l'incertitude dans cette équipe déjà mauvaise. Et pour une équipe globalement très inexpérimentée, c'était à prévoir. Grâce à cette saison catastrophique, ils obtiendront le 4e pick de la draft, ce qui leur permettra de sélectionner Jamal Mashburn, qui a été un joueur honnête de NBA, vraiment le symbole du chaos complet après une reconstruction qui sera entamée par la suite, notamment avec la draft de Jason Kidd quelques années plus tard. Cette équipe, c'est sûrement une espèce d'expérience sociale pour savoir qu'est-ce qui se passe quand une équipe NBA n'a aucun joueur notable. Les Denver Nuggets de 1998, c'est un candidat sérieux à la pire équipe de l'histoire, la plus insignifiante qui n'ait jamais foulé un parquet NBA. Quand tu commences ta saison avec une série de 12 défaites consécutives, c'est quand même fort, et après 40 matchs, 2 sur 38 avec une série de 23 défaites d'affilée. On est sur du grand art avec une équipe complètement anonyme. Le meilleur marqueur, c'est Johnny Newman dans un rôle de 6e homme, Lafonso Ellis, Corey Alexander. Pour comprendre pourquoi est-ce que cette saison était aussi catastrophique, il faut comprendre que les Denver Nuggets venaient de perdre certains talents qu'ils avaient avant, comme Antonio McDyess qui avait été échangé juste avant le début de la saison. Et on a une équipe qui a tout simplement pris des branlées monumentales au cours de la saison. On a notamment 2 défaites de 39 points contre les Lakers et contre les Chicago Bulls. Et on aura eu un bref run un peu plus tard dans la saison qui permettra de remonter à 11 victoires pour 71 défaites encore. C'est un peu dommage parce qu'on aurait pu vraiment avoir une saison catastrophique en termes de bilan encore plus historique. Sur toute la saison, c'est 2 victoires au total à l'extérieur. À Philadelphie, par contre, la pire saison n'est peut-être pas celle que vous pensez. Il faut savoir que les Sixers ont un héritage en termes de tanking depuis bien plus longtemps que le process. Et l'une de leurs équipes a longtemps été la palme indiscutable de la pire saison NBA de tous les temps. Pour la retrouver, il faut remonter un petit peu dans les années 70. Et déjà, il faut comprendre qu'à ce moment-là, les Sixers étaient une institution de NBA, une franchise très puissante, puisque dans les années 60, ils avaient été vraiment l'un des acteurs principaux de la NBA en remportant notamment un titre en 1967 avec des joueurs stars tels que Will Chamberlain, le légendaire. Mais quelques années plus tard, les choses n'ont plus rien à voir, notamment parce que Will Chamberlain a été échangé aux Lakers quelques saisons auparavant. Et à côté de ça, des mauvais choix à la draft commençaient à sérieusement peser sur un roster vieillissant. Et tout ça, ça crée le terrain parfait pour une saison apocalyptique pour l'année 1972-1973. Déjà dans les anecdotes absolument monstrueuses, le coach a été choisi via une annonce dans le journal alors qu'il n'avait quasiment aucune expérience professionnelle. Alors c'était les années 70, mais quand même. Et vous allez voir que quand on va avancer un petit peu, ça va devenir encore plus fou cette histoire de coach, mais les joueurs en étaient très insatisfaits et montraient publiquement leur frustration. On commence bien sûr avec une entrée en matière plutôt solide pour les premiers matchs, 4 victoires, 47 défaites sur les 51. Ça suffira à faire virer Roy Rubin, le fameux coach du journal. Et en février, on croit presque au miracle avec une séquence de 5 victoires pour 2 défaites. C'est peut-être le retour de ces Sixers. Mais la réalité va très très vite les rattraper pour faire une des pires saisons de l'histoire. L'effectif était quand même globalement assez démuni. On avait un joueur, Fred Carter, avec environ 20 points par match. Mais à part ça, c'était assez élevé. Notamment Al Greer, l'une des légendes des Sixers, mais qui a pris sa retraite cette saison-là et qui n'a joué que 38 matchs. Au vu du contexte, le bilan ne sera qu'à la hauteur finalement de ce à quoi on pouvait s'attendre. On est sur un magnifique 9 victoires pour 73 défaites, c'est la
pire saison NBA sur 82 matchs avant la prochaine équipe dont on va parler. Il faut savoir qu'après cette saison, ils ont drafté le premier choix à la draft suivante. Ils ont pu avoir Doug Collins, un joueur qui fut assez décevant pour un premier choix de draft. Mais ce sera le début d'une reconstruction dans les années suivantes avec notamment une finale atteinte en 1977 et une saison à plus de 50 victoires. C'est clairement le point bas de l'histoire de la franchise, même s'il y en a un autre. Il y en a un autre un peu plus récent dont on va parler parce qu'il mérite d'être noté. Mais avant ça, il y a une autre équipe dont il faut que je parle. Dans les pires saisons NBA, on en a une qui est un peu hors catégorie, mais pourtant elle a clairement des arguments pour être la pire de tous les temps. On est en 2011 et les Charlotte Bobcats lancent plutôt bien leur saison en gagnant un premier match contre les Milwaukee Bucks et après c'est la descente aux enfers. Bon, déjà il faut regarder un petit peu l'effectif. Alors comme nom très notable, il y a Kemba Walker qui a explosé après. Kemba Walker, il était encore rookie à ce moment-là, il avait pas un impact majeur, en tout cas pas suffisant pour sauver la franchise des enfers de cette saison. À côté de ça, le meilleur marqueur de l'équipe, c'était Gerald Henderson Jr. Franchement, c'est pas un nom qui fait rêver. Il y avait aussi Bismack Biyombo qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc on a un effectif catastrophique et une saison qui s'annonce tout autant catastrophique. Mais je pense que ce qui est le mieux avec cette saison-là, c'est tout simplement le choix de draft qu'elle a donné qui est magnifique. Avant de s'attarder là-dessus, il faut dire que la saison a été aussi particulière parce qu'elle a été raccourcie à cause du lockdown à seulement 66 matchs. Donc c'est ce qui fait que le bilan est un peu à prendre avec des pincettes parce qu'on a un total de victoires qui est extrêmement faible. Seulement 7 victoires, mais en fait il manque des matchs, on en a fait 66 au lieu de 82, donc forcément c'est un peu plus compliqué de juger par rapport à des équipes qui auront joué des saisons complètes. Évidemment le pire bilan de la ligue cette saison-là, 30e attaque, 27e défense. Comme je l'ai dit, le plus croustillant c'est probablement le choix de draft qui s'en est suivi puisqu'ils ont pris Michael Kidd-Gilchrist. C'est à la draft 2012, donc pour donner un peu de contexte, Anthony Davis est sélectionné devant avec le pick 1, c'était le meilleur prospect. Derrière t'avais des joueurs qui auront marqué l'histoire de la ligue comme Damian Lillard, comme Bradley Beal, même si aujourd'hui ils sont un peu indésirables, ça a été des joueurs excellents dans leurs franchises respectives. Je trouve que ce choix de draft c'est vraiment la cerise sur le gâteau de cette saison, c'est-à-dire que non seulement t'as fait une saison atroce historiquement et en plus t'es récompensé avec un joueur qui n'a pas du tout rempli les attentes, c'est juste de là. On parle maintenant d'une équipe qui a élevé le tanking au rang d'art, qui a montré que la nullité pouvait devenir une compétition, un sport. C'est évidemment le symbole du tanking dans les années 2010, les Sixers du process. Alors il y a énormément de choses à dire. Déjà, qu'est-ce que c'est le process? C'est tout simplement la phase de reconstruction extrêmement longue par laquelle est passé les Sixers avec tout simplement l'objectif d'accumuler le plus de choix de draft possible et d'être extrêmement mauvais évidemment pour pouvoir sélectionner le meilleur joueur possible. Et en fait pour donner un peu le contexte, on a une équipe où il y a déjà des très bons joueurs et ou en tout cas des rookies prometteurs à ce moment-là. 2015-2016, il y avait Joel Embiid qui était le 3e choix de la draft 2014 mais qui est absent toute la saison en raison d'une blessure. Donc évidemment une absence coûteuse quand on sait ce qu'est devenu Joel Embiid après. Le meilleur marqueur de l'équipe, c'est un joueur qui était vu comme un énorme espoir au moment de sa draft et qui a une histoire assez terrible, c'est Jahlil Okafor. Un joueur pas du tout dans l'air du temps. On avait également Nerlens Noel à l'époque qui était encore jeune. Donc on a clairement une équipe qui manque d'expérience et qui ne fait pas rêver sur le papier en termes d'effectifs. Ça crée le contexte parfait pour un tanking stratégique bien sélectionné. Le but n'était clairement pas de gagner. On a 25 joueurs différents qui ont été utilisés au cours de la saison. L'objectif c'était clairement de faire jouer n'importe qui du moment que ça ne permet pas de gagner des matchs. Donc dès le début de saison, on a une magnifique série de 18 matchs consécutifs sans victoire. Et donc sur 82 matchs, c'est la deuxième pire équipe de l'histoire derrière évidemment les Sixers dont on a parlé plus tôt dans les années 70. Une équipe qui a dû attendre quand même le 1er décembre pour avoir sa première victoire, c'est quand même assez fort. Et on finit donc avec un très solide 10 victoires pour 72 défaites. C'est finalement peut-être la saison qui a fait comprendre à beaucoup de monde les potentielles dérives du tanking en NBA. Maintenant la question qu'il est intéressant de se poser, c'est qu'est-ce qu'ont fait les Sixers avec ce fameux choix de draft qu'ils voulaient tant. Ils ont eu le premier choix de la draft et ils l'ont utilisé pour sélectionner Ben Simmons. Ben Simmons, même si c'est difficile honnêtement de leur en vouloir pour ce choix-là, puisque c'était clairement le numéro 1 incontesté, un potentiel monstrueux, on le voyait comme le futur LeBron. Et c'est clairement l'un des joueurs qui symbolise les échecs des Sixers pendant les années 2010 et 2020. Et 10 ans plus tard, notre ami Ben Simmons, même s'il avait fait des débuts extrêmement prometteurs en NBA et que c'était un super joueur, il est aujourd'hui tout simplement pêcheur. Voilà, il est GM d'une équipe de pêche, c'est pas une blague. Franchement, cette saison-là, c'est peut-être pas la pire de tous les temps, mais je pense que c'est vraiment la plus iconique, tout simplement pour les gens qui ont grandi dans les années 2010. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me soumettre des équipes que j'aurais pu oublier dans les tréfonds de la NBA et de la performance sportive basketballistique. Et surtout, abonnez-vous.